opté pour la langue française, je m'excuse, étant donné que j'ai présenté une bonne partie de cet article devant le syndicat français des enseignants universitaires. De droit, c'est un bilan, pratiquement de 9 ans, qui ne concerne que deux aspects-là, étant donné l'intitulé même d'aujourd'hui, le plan de réforme et les succès relatifs aux libertés académiques et à la bonne gouvernance. Et là, je dois préciser qu'à l'UJT, il y avait un grand débat qui a fini par adopter le terme même de bonne gouvernance, alors qu'en fait, tout le monde, ou presque, à l'époque, optait pour les libertés démocratiques et la question démocratique de façon générale. Pour nous, à l'université, moi-même, je donne la préférence aux libertés académiques, parce que c'est un concept beaucoup plus politique, alors que la gouvernance et la bonne gouvernance et la non-gouvernance, tout ça, ça relève, du moins dans la générique même du concept, aux entreprises économiques. La gouvernance et la gestion des affaires des entreprises qui doivent œuvrer pour une gestion optimale des ressources à la fois humaines et financières. Alors que la liberté académique, c'est autre chose. C'est autre chose. Et là, je suis d'accord avec ce que vient de dire mon collègue et ami Ajmi. Cependant, je dois affirmer aussi que ce concept-là pose 1000 problèmes, que ce soit pour le ministère ou pour les structures pédagogiques et les structures syndicales. On reviendra à la question du bilan pour le plan de réforme. Je vais parler du plan de réforme qui était dû à une démarche participative au début de l'université tunisienne entre trois parties, le syndicat, le ministère et enfin les représentants pédagogiques. Je ne vais pas parler du plan de réforme qui, avec le ministre démissionnaire, est devenu un plan de réforme, comme ça a été toujours le cas, un plan de réforme d'en haut. On a boycotté ce que vient de rappeler Ajmi, c'est-à-dire la conférence de presse qui a été organisée par M. le ministre à l'époque, que nous, en tant que syndicalistes et certains représentants des universités, ont boycotté. Dès l'année 2007, on n'en parle plus. Il n'y a plus un plan de réforme qui est dû à cette approche participative, mais plutôt un plan de réforme comme ça a toujours été, qui dépend essentiellement de la bonne volonté du ministre et de ses décideurs. Un constat d'échec, pour moi, qu'on peut trouver dans le plan de réforme qui a été validé à la fois par l'UJT, par le gouvernement et par l'université tunisienne, et à leur tête les recteurs et le ministre de l'époque. C'était en avril 2015. Ce constat d'échec de la politique gouvernementale dans le domaine de l'enseignement sup et de la recherche scientifique de l'avant-janvier 2011. Ce constat d'échec a été doublé d'un déséquilibre flagrant entre les universités de l'intérieur et celles du littoral. Le centre historique est fortement hégémonique depuis Télustre, c'est ce qui ressort du bilan effectué juste après la Révolution de 2011 dans le cadre d'une consultation tripartite et associative qui, pour la première fois, a su réunir le ministère, le syndicat, le nôtre, et les structures pédagogiques élues. Ce papier, donc, va essayer de problématiser cette ambivalence du développement qu'a connu l'université tunisienne lors de ce contexte transitionnel, cette cohabitation entre le nouveau et l'ancien, entre des acquis certains, et je vais énumérer certains d'entre eux,
et un retour à la case de départ, sinon même à des temps révolus. On va commencer par cette conception de la réforme du système universitaire qui a été toujours entre ambition des universitaires, l'ambition des universitaires, et entre l'inertie et la gestion bureaucratique des décideurs politiques. En effet, le programme structurel de la réforme, adopté en 2015, avril 2015, pointe du doigt l'absence de toute forme d'approche associative et démarche démocratique de la part du MES, ministère de l'Enseignement Supérieur, dans la prise des décisions et des réformettes opérées par chaque ministre, sans oublier de mentionner cette mentalité bureaucratique qui gérait tout et qui excluait les structures pédagogiques et syndicales. À l'époque, la Commission nationale tripartite de la réforme, qui représentait le MES, la GERS et les recteurs, estimait que la crise aiguë du système universitaire est en fait due à ce déni de toute forme d'approche participative et de bonne gouvernance. Qu'est-ce qu'il y a? Excuse-moi, il y a un petit problème technique. Oui, c'est bien choisi. Donc, pour ce document-là, qui a été divulgué par le ministère, il annonçait les objectifs principaux de ce projet de réforme. Et vous voyez très bien que l'essentiel consistait surtout dans la formation, l'employabilité et la révision de la carte universitaire. Vous pouvez trouver ça dans le cadre du premier document qui a été publié à l'époque, qui évoquait cette approche participative entre le ministère, le syndicat et les recteurs à l'échelle nationale, entre les représentants du rectorat, du syndicat et des professeurs à l'échelle des universités, et enfin à l'échelle des institutions. On trouve aussi un cadre tripartite qui représente le doyen ou directeur d'une part, le représentant du syndicat et enfin le représentant du professeur dans le cadre du conseil scientifique. C'était la démarche qui a été appliquée à la lettre par une bonne part d'institutions à l'époque. Et l'un des problèmes qu'on a eu avec le ministère, c'était cette question qu'on peut appeler le va-et-vient, qui devait être établi entre les structures de base, les structures médianes, c'est directorales, et enfin la structure nationale, qu'on appelait à l'époque Commission nationale de la réforme, qui avait à sa tête à l'époque Abdahir Rabi, ex-acteur de Tunis Manar, et qui a fini par être chassé de cette commission-là, étant donné que le ministère a estimé que ce monsieur-là, il n'est plus indépendant, étant donné qu'il appuyait la version plutôt du syndicat et des professeurs. Consultation donc qui, pour la première fois dans l'histoire de l'université tunisienne, constitue une rupture avec les différentes réformettes de l'avant-révolution, décidées d'en haut par le ministère et ses administrations centrales, étant donné qu'elle s'est distinguée par une démarche véritablement participative qui n'a épargné aucune structure élue, celle des entités pédagogiques et différentes structures syndicales, celle des universitaires tout d'abord, mais aussi celle des syndicats estudiantins, il y avait l'UGT à l'époque, sans oublier celle des ouvriers et des fonctionnaires pour ce
qui l'intéresse de lancer mon sujet. Consultation ayant démarré le 5 octobre 2011 et qui a fini, c'était sous le règne de Chabouni, le deuxième ministre de l'enseignement sup, après les feux Ahmed Bahri. Donc, consultation qui avait démarré le 5 octobre 2011 et qui a fini, compte vent et marée, par livrer son output en avril 2015, ayant constitué la synthèse consensuelle d'une longue série de réunions à l'échelle des institutions, à l'échelle des rectorats et enfin à l'échelle nationale, par le gouvernement et par le JT, mais cependant, et jusqu'à nos jours, elle est restée lettre morte, puisque aucune de ces recommandations n'a été concrétisée, et il y a eu un raft officiel qui consiste en fait à quoi? À rendre ce projet-là caduc et à formuler un autre projet de réforme qui est tout simplement celui du ministre démissionnaire. Ce programme très ambitieux, approuvé par le MES, s'explique par l'isolement des nostalgiques du passé au sein du ministère, caractérisé notamment par la nomination d'un syndicaliste de la GERS et de l'EJT et d'un militant démocrate de gauche à la tête du ministère, Feu Ahmed Bahri, et par un net rapport de force en faveur des démocrates et des partisans de la dynamique fort prometteuse de la révolution. Donc c'est ce qui a eu lieu. Moi j'explique cet état par la conjoncture. Et je vais expliquer aussi le reniement, le déni de ce projet de réforme par le ministère, par un autre rapport de force qui consiste à quoi? C'était un truc général qui ne consistait pas uniquement à l'université tunisienne, c'était dans le pays tout entier. On est pratiquement passé à un autre rapport de force, qui est plutôt favorable à ce qu'on appelait le charisme de l'État. C'est avec le changement perceptible des rapports de force en faveur des nostalgiques du passé et les représentants d'une vision passéiste, grâce notamment au mariage contre nature entre eux, que le MES va changer petit à petit sa politique de compromis et de non-confrontation avec les syndicats et les structures pédagogiques, et en une politique plus agressive par le biais de la suppression pure et simple des commissions tripartites de réforme. On n'en parle plus. De deux, par l'annulation de facto du projet de réforme scellé entre les élus syndicaux et l'OMS. On est entré donc dans une deuxième période caractérisée par une réforme ministérielle qui n'a aucun rapport avec le premier projet. On est passé donc d'un projet de réforme consensuel à un projet de réforme bureaucratique. Passage qui a eu lieu en janvier 2018. La fameuse conférence de presse organisée par le ministre de l'époque et qui a donné son nouveau projet de réforme et qui a aboli les commissions tripartites et a annoncé l'instauration de 10 commissions ministérielles placées sous la houlette des recteurs. Chaque commission avait à sa tête un recteur. C'était aussi la période caractérisée par le fait que le problème de la démocratie, le problème de la réforme se posait non seulement à l'autorité ministérielle, mais se posait aussi à toute forme d'autorité, y compris celle des structures pédagogiques élues. Moi, je m'en souviens encore qu'il y avait un projet de texte de loi, Qanun Ta'lim al-Jdid, signé par les recteurs, qui bureaucratisait tellement les rapports à l'université que si on le compare avec celui qui existait avant la Révolution, c'était quelque chose de plus néfaste. Donc, c'était en janvier 2018. En gros, on peut dire que sous le règne de Cheikh, on peut parler d'une longue hibernation. Longue hibernation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune réunion des commissions tripartites de la réforme. Et au même moment,
le ministre Boudin voulait éviter à tout prix une sorte de conflit avec le syndicat et a opté pour une mort annoncée à la douce. C'est-à-dire, il n'y a plus de réunion, on n'en parle plus, mais en fait, on n'annonce pas le nouveau. Ce qui va annoncer le nouveau, c'est celui qui l'a après, c'est notre ministre démissionnaire. J'ai oublié même le nom. C'est lui qui a annoncé cette mort-là, de cette approche participative. On peut donc parler de gouvernance ou d'approche participative frappée de paralysie ou estropiée. Et là, vous voyez le document. Les universitaires, ils annoncent qu'ils sont membres à part entière dans ces commissions-là, mais c'est une forme de participation très critique, étant donné qu'on a dit que pas question d'accepter qu'il y ait cette forme de ce qu'on a appelé approche participative estropiée à la AGER. Et ça, c'est le plan stratégique de réforme de l'enseignement sup qui a été validé en avril et qui a été mis en janvier 2015 de l'enseignement sup de la recherche scientifique 2015-25. Donc on estimait que pendant une dizaine d'années, on peut appliquer au moins les questions qu'on appelait à l'époque réforme courte durée, réforme à moyenne durée. Et les réformes à longue durée, les commissions tripartites doivent arriver à une sorte d'une conception entre tous les représentants des structures pédagogiques et syndicales ministérielles pour, par exemple, la question de la loi de l'enseignement supérieur comme une timeline jusqu'à ce jour qu'on n'a pas encore de texte de loi. Le deuxième point, ça reste toujours dans le cadre du bilan, mais celui non pas relatif à la réforme, mais pour liberté académique et à la bonne gouvernance. Le passage des universitaires au statut de fonctionnaire, d'employés de la fonction publique et de simple exécutant, au statut tant convoité depuis des lustres d'académiciens jouissant de leur liberté académique et de leur faculté de gérer l'université en tant qu'universitaire par le biais d'élection de toutes les structures de gestion des établissements et des universités. Là, je rends hommage à Soadou, c'était la première à poser ce concept-là dans le cadre des réunions syndicales qui ont réussi à l'époque, ici même à la faculté. Et de deux, je dois insister aussi sur le fait qu'on a essayé de poser ce problème-là à l'UJT, que nous, universitaires, on veut sortir du carcan de ce qu'on appelle la loi de la fonction publique. Et jusqu'à nos jours, on n'a pas eu ce qu'on voulait. La question, elle est encore enchantée avec l'UJT, qui doit comprendre que les universitaires, c'est un statut à part, c'est un statut un peu spécial, et qu'on doit comprendre cette spécificité-là. Avant la révolution de 2011, peu de place est accordée aux libertés académiques, élection uniquement de 8 doyens de faculté et des membres des conseils scientifiques et des conseils des universités, alors que les doyens, les directeurs des instituts, et tous les recteurs, tous étaient nommés par monsieur le ministre. Après la Révolution, le danger qui menaçait lourdement les libertés démocratiques et académiques et la violence qui s'est déclenchée dans l'espace universitaire dans le cadre de ce qu'on peut appeler l'affaire du conflit du NICA, ou voile intégrale, qui a fini par être écartée grâce aux luttes des élus syndicaux et pédagogiques. C'était ici même à la faculté des lettres, vous s'en souvenez, à Kérouan, à Tunis, à la faculté aussi des lettres de la Manouba. Donc, ce danger a été écarté. De deux, un deuxième succès après 2011, c'est la constitutionnalisation des libertés académiques. Moi, je continue toujours à estimer que c'est un acquis
pour les universités et pour les universitaires, comparativement parlant à quoi? À la dernière constitution. Là, on ne parlait pas de ça. Maintenant, c'était sur proposition de la GERS et sur proposition de l'UCT, le seul syndicat qui était présent lors du débat sociétal qui a été nommé ainsi par les députés de la Constitution, le seul syndicat c'était le nôtre. Et on a proposé ça, mais on a eu que 2 points, alors que 2 autres points ont été refusés par la majorité de l'époque au Parlement parce que ça posait un problème fou avec leur conception libérale de l'université. Pour nous, la revendication essentielle, c'est l'autonomie. Accorder l'autonomie aux universités. Ça a été refusé par les députés de l'époque parce que dire ça, c'est quoi? C'est faire de telle façon que l'université ne tombe pas dans les mains du secteur privé et de ceux qui défendent cette forme de privatisation qu'on connaît aujourd'hui. Il y a aujourd'hui aux environs de 45 à 50 000 étudiants qui sont en train de suivre nos études dans le cadre de l'enseignement supérieur, sans parler de la question aussi à la privatisation, non seulement en faveur du capital local national, mais aussi et surtout des universités étrangères, françaises, européennes. Et Khabous à l'époque parlait de faire la même chose qui a été réalisée au Maroc, c'est-à-dire la venue de l'université américaine. Donc, consolidation des libertés académiques dans le nouveau discours de la Tunisie, ce qui constitue un acquis certain pour les universitaires, même si ça reste purement théorique. C'est le même problème pour les libertés démocratiques d'une façon générale. Notre problème de toujours a été et est encore l'immense fossé qui sépare la théorie de la pratique. Les textes de loi dont parlait Ajmi et la réalité qui est totalement contradictoire à ce qui a été écrit par la plume de nos juristes. Mais par contre, un refus catégorique de la part de la majorité parlementaire de l'époque a constitutionnalisé le principe d'autonomie des universitaires et des universités dans la gestion des universités et des établissements. Élection de tous les directeurs des établissements universitaires, à l'exception des centres de recherche. Malgré l'accord conclu entre le MES et la GERS il y a quelques années. Donc, élection de tous les directeurs, ça reste jusqu'à nos jours la question relative à l'élection ou pas des directeurs des centres de recherche. Soi-disant que les centres de recherche, il y a beaucoup d'argent. C'est comme s'ils vont nous dire que la démocratie pour les pauvres, oui, mais pour les institutions, là où il y a de l'argent, c'est nous qui décidons en votre place. Jusqu'à maintenant, c'est un problème avec le ministère pour ce qui concerne ce principe de gestion démocratique. Élection de tous les recteurs, mais à l'exception, ça c'est une nouveauté du ministre missionnaire, du recteur de l'université virtuelle, qui était le recteur de Monastir à l'époque, et qui n'est pas élu. Soi-disant que l'université virtuelle n'avait pas les mêmes institutions et le même conseil scientifique pour qu'il puisse être élu. S'il n'y avait pas de ça, donc comment peut-on parler de rectorat? Il y avait d'autres propositions qui ont été refusées de la part de notre ministère, non seulement, mais ils ont fait de telle façon à ce que le seul recteur non élu devienne le président de la CPU, le président de la conférence des recteurs. C'est pour vous dire qu'on est en train, à partir des années 17, d'effacer tous les acquis démocratiques qui ont été déjà réalisés avec d'autres textes. Faire face, sur proposition de la GERS, à la direction individuelle et garantir tant soit peu la direction collégiale des établissements et des universités. Et ce, en légalisant le droit de recours de la majorité des 2/3 des membres des conseils scientifiques ou d'universités à retirer sa confiance du premier responsable de l'instance en question. Cependant, la MES
a tout fait pour ne pas appliquer cette décision pour deux cas, l'ISTAD de Gassine et les Beaux-Arts de Mendir. Et actuellement, on est en train de vouloir appliquer ça à la va-vite pour le cas des Beaux-Arts de Sousse. Donc, toute approche démocratique, elle est totalement faussée par notre ministère. La question, c'est uniquement, vous pouvez la résoudre en un seul point, c'est essayer d'avoir ce qu'ils veulent, ceux qui, en tant que parti politique, représentent non pas l'État, mais représentent leur parti, pour en finir avec certains qui posaient un problème dans la gestion de ces institutions-là. Dans le même cas d'exiguer, exiger que les PV des conseils scientifiques ou conseils des universités, exiger que le PV soit paraphé par la signature non seulement du premier responsable, mais de tous les membres. On ne veut pas une démocratie de façade, on veut une démocratie représentative de tous ceux qui ont été élus. On ne veut pas la démocratie du premier responsable, on veut une démocratie qui représente tout ce beau monde-là. Enfin, parce qu'il y a une longue liste là, exiger une validation de la part des conseils pour toute candidature au statut de membre des commissions sectorielles lundi. À l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? C'était le ministère qui valide. Maintenant, non, la validation passe par le conseil scientifique de l'institution, dont il fait partie le professeur en question, et enfin, validé par le conseil de l'université. La conséquence directe de cette démocratisation de l'université serait que désormais, ce n'est plus l'ANES comme unique décideur, mais les universitaires qui disposent d'une légitimité électorale qui décide de tout ce qui a trait à l'aspect pédagogique, mais aussi à l'aspect relatif aux tâches qui ont été fixées par le texte de loi pour l'université tunisienne. Donc, la question n'est pas résolue. On est encore dans ce cadre-là. Enfin, pour en finir, je vais prendre un exemple relatif à ce qu'on peut appeler la décentralisation. En termes universitaires, on dit centralisation bureaucratique des universités ou autonomie des universités. On peut bien passer donc à l'autonomie des universités. Pourquoi? Parce que c'est un exemple qui illustre à merveille la forte corrélation entre réforme d'une part et bonne gouvernance de l'autre. C'est là qu'on touche à la conjoncture très exceptionnelle, le contexte transitionnel. On est en train de parler des années 11-19, donc cette période qui consiste à ce qui constitue une période transitoire, démocratique ou pas. Bon, la question elle reste toujours encore ouverte, parce qu'on ne peut jamais affirmer qu'on est dans le bon sens ou dans le mauvais sens. On vient de voir que tout est révocable pour des acquis qui sont des acquis très importants qui ont été réalisés durant ces années-là. Donc, entre ces deux discours essentialistes, on peut adopter un autre discours. Le premier que j'ai appelé essentialiste, c'est celui qui consiste à maintenir cette forme de forte centralisation bureaucratique au nom d'un certain réalisme politique. On ne peut pas chambarder tout maintenant, que le pays passe par par une période qui constitue plusieurs dangers, donc on touche à rien. On touche à rien. Et là, c'est le discours du ministère, mais c'est aussi le discours de certains acteurs et de certains élus qui veulent avoir la paix, qui ne veulent pas avoir des problèmes avec la société. Je m'en souviens encore de l'acteur de Jandouba qui a affirmé qu'il a pris la décision que l'Institut de musique, je crois, l'Institut de musique au KEF, qui va l'évoquer pour le changer. Et c'était une manifestation de la part des Kefois. Contre qui? Contre le acteur qui est béjois.
Donc, ça va poser un problème fou à la question du régionalisme ambiant qui se fait dans l'enceinte universitaire et chez les universitaires. On doit être critique vis-à-vis de notre ministère, mais on doit être critique aussi vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, ça c'est la première approche. La deuxième, c'est cette dérive régionaliste consistant à adopter une décentralisation qui met en question l'existence même d'un État national. Il n'y a plus d'université nationale, mais on parle de faculté de médecine, faculté je ne sais pas quoi, dans tout pratiquement les gouvernements de la Tunisie. C'est comme si la question est une question administrative. Alors qu'en fait, on ne peut jamais parler de faculté de médecine s'il n'y a pas un CHU à côté. Donc, jusqu'à maintenant, on parle de ces promesses-là qui n'ont pas été tenues, des promesses qui ont été prises par le ministre Mansour Ghezzel à l'époque. La troisième approche qu'on peut évoquer, c'est une voie qui est tout en plaidant pour une véritable décentralisation, pour une carte universitaire équilibrée territorialement et socialement. Elle reste néanmoins dans le cadre du maintien de l'université nationale, ce qui est vraiment un objectif principal, et s'inscrivant dans une démarche aussi bien réalisable qu'envisageable. Donc, on essaie de trouver cette approche-là. Je reviens encore à ce document-là, qui, juste en voyant les pages qui ont été accordées à la question de la bonne gouvernance, à la question de l'autonomie des universités, peut vous dire que pratiquement ce ne sont pas les gens du ministère qui ont fait ça. Ce sont essentiellement les représentants des structures pédagogiques et du syndicat. Et la preuve en est, jusqu'à nos jours, rien n'a été appliqué comme je viens de le dire. Dans le même cadre d'idée, révision de la carte universitaire pour l'ancrage des universités dans leur contexte, dans leur cadre plutôt régional, et pour œuvrer pour une forme d'équilibre entre les régions. L'un des éléments clés du bilan critique de l'université tunisienne actuellement, c'est ce constat sans appel, l'absence de tout ancrage régional des universités, le déséquilibre flagrant entre régions et par conséquent entre universités, et enfin une carte universitaire totalement désordonnée et obsolète. De l'autre côté, l'une des missions essentielles de l'université est d'établir une corrélation étroite entre la formation universitaire et les besoins du milieu socio-économique et culturel national comme régional. Là, c'était aussi un grand clivage entre le discours du ministère et du syndicat. Ils voulaient parler de ce qu'ils appelaient l'approche entrepreneuriale, c'est-à-dire faire de telle sorte que l'université soit au service des entreprises. Non, on a répliqué, on veut bien que l'université soit au service des intérêts économiques, sociaux, culturels, etc., de l'État, et non pas de l'entreprise. À telle enseigne que, pour ce qui concerne les statuts, le ministre démissionnaire parlait de ce qu'il appelait un statut entrepreneurial. Je te le dis pour Moukaouli. Ça a été écrit par le ministère. Alors qu'on disait, on peut très bien faire ça chez vous à l'HEC, mais je ne crois pas qu'on peut parler de ça chez nous dans les... Maintenant, l'étudiant entrepreneur. Oui. Donc, il n'y a plus de temps, chère présidente. Hein? Donc, je vais arriver directement à la conclusion. Développer une stratégie de discrimination positive en faveur des universités d'intérieur par le biais des actions suivantes. Renforcement des budgets alloués, renforcement des capacités et surtout
par l'adoption de ce qu'on peut appeler système mitigé de la politique de discrimination positive, qui doit être un principe appliqué dans le cadre des universités de l'intérieur. Le même concept, après avoir été utilisé en avril 2015, il a été utilisé par tous les ministères. C'est celui de cette mitigé. C'est ainsi qu'on peut sortir du carcan de cette forte centralisation, qui ne dit pas son nom, puisqu'elle consiste en une décentralisation factice, juste pour la conclusion, où les universités de l'intérieur existent bel et bien. De même pour les établissements, comparativement aux années 70 et 80, mais en fait, il ne s'agissait que, parce qu'avant les années 70, il n'y avait que les universités de Tunis. À partir du début des années 70, il y avait l'instauration de l'université de Sfax, de Sousse, etc. Mais j'estimais que cette ouverture-là n'était pas vers l'intérieur de la Tunisie et en plus n'était qu'une forme de décentralisation administrative, uniquement administrative, comme c'est le cas pour la démocratie d'une façon générale dans le pays, qui est une démocratie sur mesure, inventée par le pouvoir Ben Ali à l'époque, là où il y avait tous les ingrédients de démocratie, élections, multipartisme, parlement, mais point de démocratie. Plutôt une démocratie de façade, une décentralisation universitaire de façade, une démocratie universitaire aussi de façade. Après 9 années de révolution, de concertation participative entre tous les acteurs de l'université tunisienne, allons-nous vraiment vers le dénouement de cette crise, le passage à une carte universitaire équilibrée, ou va-t-on encore une fois subir la loi de l'inertie et de l'impuissance du nouveau à s'imposer face à l'ancien? Je m'excuse si j'étais obligé de, c'est la responsabilité de Madame la Présidente, de chaputer un peu le texte, mais la conclusion, c'est qu'il n'y a plus actuellement de projet de réforme. On doit revenir, on va poser ce problème au nouveau ministre. On doit revenir au projet de réforme qui a été mis au frigo par les 2 derniers ministres. Et de l'autre, c'est œuvrer pour qu'il y ait un statut pour les universitaires. Et aussi, il faut sortir du cadran, comme je disais, de la loi de la fonction. Shukran.